Je n'aurais jamais imaginé qu'à 62 ans, je tiendrais la main de ma fille Claire alors qu'elle me préparait à l'inévitable. L'automne est arrivé tôt à Marseille, cette année, et le Mistral souffle fort à travers les fenêtres de mon petit appartement donnant sur le Vieux-Port. Les mouettes crient dehors comme elles l'ont toujours fait, mais aujourd'hui leur son semble différent, plus lointain. Claire vient d'arriver de l'hôpital où elle travaille comme infirmière, portant encore l'uniforme blanc dont je suis si fière. Elle essaie de cacher son inquiétude, mais je connais chacune de ses expressions depuis sa naissance. Les résultats des derniers examens sont sur la table de la cuisine, à côté de notre bol préféré, où nous partagions autrefois la bouillabaisse les dimanches après-midi. Le diagnostic est clair. Un cancer à un stade avancé. Les mots du médecin résonnent encore dans mon esprit comme le bruit des vagues contre les rochers du port. Claire sert 2 verres de vin blanc sec, notre tradition pour les conversations difficiles. Les mois qui ont suivi ont été une montagne russe d'espoir et de désespoir. Les séances de chimiothérapie à l'hôpital Saint-Joseph ont rendu mon corps aussi fragile que du papier mouillé. Et les promenades que j'aimais tant le long de la corniche sont devenues impossibles. Claire vient me rendre visite tous les jours après le travail, apportant des histoires de patients et essayant de maintenir notre routine normale. Elle m'aide à prendre ma douche, brosse mes cheveux gris qui tombent maintenant par poignées et prépare les repas que j'arrive à peine à avaler. Par la fenêtre, je vois Marseille continuer sa vie. Des jeunes qui courent sur la place Castellane, des pêcheurs qui crient au marché du Vieux-Port, des touristes qui photographient le coucher du soleil. La vie palpite dehors tandis qu'ici, le temps semble suspendu entre médicaments et silence lourd. La nuit, quand Claire pense que je dors, j'entends ses sanglots étouffés sur le canapé du salon. Ma plus grande douleur n'est pas physique, c'est de savoir que je vais la laisser seule dans ce monde. L'aube est arrivée avec une forte pluie battant sur les vitres et le vent hurlant dans les rues étroites du quartier. Claire dormait dans le fauteuil à côté de mon lit, épuisée après une autre double garde à l'hôpital. J'ai senti ma poitrine se serrer et j'ai su que c'était le moment. Je l'ai réveillée doucement et elle a immédiatement perçu que quelque chose avait changé. Ses yeux bleus, si semblables à ceux de son père, se sont remplis de larmes tandis qu'elle serrait ma main avec force. L'odeur de lavande des draps fraîchement changés se mêlait à l'arôme de café qui venait de la cuisine de la voisine. C'était étrange comme les détails devenaient plus nets à cet instant. Claire pleurait en silence, essayant d'être forte pour moi. Mais je savais que je devais lui laisser quelque chose à emporter. D'une voix faible mais déterminée, j'ai murmuré les mots qui avaient agrandi dans mon cœur pendant toutes ces nuits de réflexion. L'amour véritable ne meurt jamais. Il se transforme simplement en souvenir qui nous réchauffe pour toujours. 2 semaines après les funérailles de maman, je ressens toujours le vide qui résonne dans les couloirs de l'hôpital Saint-Joseph où je travaille. Chaque couloir me la rappelle. Chaque patient âgé dont je prends soin fait revenir sa voix. Mais quelque chose a changé en moi depuis cette aube pluvieuse. Les mots qu'elle a murmurés n'étaient pas seulement un réconfort. C'était une mission. J'ai commencé à passer plus de temps avec les patients solitaires, surtout les plus âgés qui ne reçoivent pas de visite. Je m'assois à côté de leur lit, je leur tiens la main, comme Claire le faisait avec la mienne, et j'écoute leurs histoires, comme si elles étaient des trésors précieux. J'ai découvert que Madame Dubois de l'unité de soins intensifs était danseuse quand elle était jeune et que Monsieur Martin de la chambre 15 a construit des bateaux pendant 40 ans ici au port. Leurs souvenirs se mêlent à ceux de maman, créant un réseau invisible d'affection qui transcende la mort. Quand je marche dans les rues de Marseille, après le travail, je ne ressens plus le poids insupportable de l'absence. Au lieu de cela, chaque coucher de soleil vu du Vieux-Port apporte la certitude que l'amour partagé résonne pour toujours. Aujourd'hui, 6 mois se sont écoulés depuis le départ de maman et j'ai décidé de faire quelque chose dont elle a toujours rêvé, mais n'a jamais eu le courage. J'ai ouvert les portes de notre appartement pour accueillir d'autres personnes âgées qui, comme elle,
affrontent la solitude dans les derniers chapitres de leur vie. L'idée m'est venue quand j'ai rencontré Madame Petit au marché du Vieux-Port, une dame de 80 ans qui vivait seule depuis le décès de son mari. Elle regardait les poissons avec nostalgie, se souvenant de l'époque où elle cuisinait la bouillabaisse pour toute la famille. Je l'ai invitée à dîner avec nous, moi et la mémoire de maman. Et j'ai vu ses yeux s'illuminer pour la première fois depuis des mois. L'appartement, qui auparavant résonnait de vide, s'est rempli de rires et d'histoires. Madame Petit a apporté d'anciennes recettes de Provence, et ensemble nous avons cuisiné pendant que le Mistral soufflait dehors. J'ai réalisé que maman avait raison. L'amour ne se termine pas avec la mort. Il se multiplie quand il est partagé. Chaque fois que j'ouvre la porte à un nouvel ami, je sens sa présence souriante à mes côtés. Le groupe s'est développé naturellement, comme une famille choisie par le destin. Monsieur Garcia, un ancien pêcheur espagnol arrivé à Marseille dans les années 60, est devenu notre conteur officiel d'histoire de la mer. Ses mains noueuses gesticulent en l'air, tandis qu'il décrit les tempêtes qu'il a affrontées en Méditerranée. Et nous sommes tous hypnotisés. Madame Rossi, une veuve italienne, nous apprend à faire des pâtes fraîches le dimanche, transformant notre petite cuisine en un festival de farine et de rire. Il y a aussi Henri, un ancien professeur de littérature qui a perdu sa femme l'année dernière et a trouvé dans nos rencontres une nouvelle raison de se lever le matin. Il récite des poèmes de Baudelaire pendant que nous prenons le café, sa voix tremblante mais pleine de passion. Durant ces après-midi, je sens maman présente dans chaque geste d'affection, dans chaque étreinte partagée. L'appartement qui fut un jour le théâtre d'un adieu est devenu un sanctuaire de nouveaux départs. J'ai découvert que la douleur de la perte peut être transformée en un pont pour connecter les cœurs solitaires. Pendant mes gardes à l'hôpital, je porte avec moi la sagesse que maman m'en m'a laissée comme un héritage invisible. Lorsque Madame Bonnard, 75 ans, est arrivée aux urgences avec une pneumonie et personne pour la visiter, je me suis assise à ses côtés pendant ma pause et lui ai tenu la main. Elle m'a raconté l'époque où elle travaillait dans une boulangerie du quartier de Noailles, se levant avant l'aube pour préparer des croissants pour le voisinage. Ses larmes mêlaient gratitude et nostalgie, et j'ai réalisé que parfois, une oreille attentive vaut plus que n'importe quel médicament. Mes collègues ont commencé à remarquer le changement. Des patients qui restaient auparavant silencieux sourient maintenant quand ils me voient arriver. Le docteur Martin a commenté que quelque chose de spécial se passait dans mon service. Une atmosphère plus humaine qui contagiait toute l'équipe. Je ne parle pas de maman à tout le monde, mais je sais que c'est d'elle que vient cette force qui me permet de voir au-delà de la maladie, en voyant la personne entière avec son histoire et sa dignité. Chaque garde est devenue une opportunité d'honorer sa mémoire à travers les soins. Hier après-midi, alors que je marchais sur la Canebière après une autre journée à l'hôpital, je me suis arrêtée devant la librairie où maman avait l'habitude d'acheter des romans policiers français. Le propriétaire, Monsieur Dubois, m'a immédiatement reconnue et a demandé de ses nouvelles. Quand j'ai expliqué ce qui s'était passé, ses yeux se sont remplis de larmes sincères. Il m'a raconté que maman demandait toujours de mes nouvelles lors de ses visites, témoignant d'une fierté maternelle qui réchauffait le cœur. Surprise, j'ai découvert qu'elle avait commandé un livre spécial quelques semaines avant de mourir. Un exemplaire du Petit Prince, avec une dédicace qu'elle avait dictée pour moi. Monsieur Dubois m'a tendu le paquet avec un soin révérencieux. Les mots écrits sur la première page ont fait battre mon cœur plus vite. À ma Claire, qui a appris que l'essentiel est invisible aux yeux, mais visible dans le cœur. Continue de prendre soin des gens comme tu as pris soin de moi. Je t'aime pour toujours. J'ai serré le livre contre ma poitrine là, au milieu de la rue, sentant maman plus présente que jamais. Ce matin, je me suis réveillée avec une décision que je sais qui changera ma vie pour toujours. L'appartement où maman et moi avons partagé tant de moments précieux sera transformé en une petite maison d'accompagnement pour les personnes âgées en phase terminale
qui souhaitent passer leurs derniers jours avec dignité et compagnie. L'idée a germé lors d'une conversation avec Henri, qui m'a avoué avoir peur de mourir seul, comme cela a failli arriver quand il a eu une crise cardiaque le mois dernier. J'ai cherché des informations à la mairie de Marseille sur la façon de légaliser ce projet, et j'ai découvert qu'il existe des programmes de soutien pour des initiatives sociales comme celle-ci. Mes amis du groupe, Madame Petit, Monsieur Garcia, Madame Rossi, se sont immédiatement proposés pour aider comme bénévoles. J'imagine maman souriant de cette décision, sachant que sa mort n'a pas été vaine, mais plutôt la graine de quelque chose de plus grand. La peur qu'elle avait de me laisser seule s'est transformée en son contraire. Un réseau d'affection qui embrasse des dizaines de personnes. Chaque vie que nous pourrons toucher sera une extension de l'amour qu'elle a planté en moi pendant 40 ans de dévouement maternel. À la fin de ce voyage qui a commencé par le désespoir et la peur, j'ai découvert que la mort peut être une enseignante de la vie lorsqu'elle est affrontée avec courage et amour. Maman ne m'a pas seulement appris à vivre. Dans son dernier souffle, elle m'a appris à transformer la douleur en un but. Aujourd'hui, quand je regarde par la fenêtre de notre appartement vers le Vieux-Port, je ne vois plus un scénario d'adieu, mais un horizon de possibilités. Les mouettes crient encore dehors, mais maintenant leur son me semble une chanson d'espoir. Le projet de la maison d'accompagnement sera inauguré le mois prochain, et nous avons déjà 3 personnes intéressées à y passer leurs derniers jours. Je sais que maman serait fière de voir comment son amour continue de se multiplier à travers chaque geste de soin que j'offre. Sa voix résonne non seulement dans ma mémoire, mais dans les vies que nous touchons ensemble. Elle, à travers moi, à travers la sagesse qu'elle m'a laissée. Ce qu'elle m'a dit cette nuit pluvieuse est devenu le phare qui illumine mon chemin. L'amour véritable ne se termine jamais. Il trouve juste de nouvelles façons d'exister et de prendre soin du monde. 1 an après le départ de maman, j'ai reçu un appel inattendu qui allait complètement changer ma perspective sur la manière dont son histoire continuait de résonner à travers le monde. C'était une jeune journaliste nommée Sophie, du journal La Provence, qui avait entendu parler de notre projet par l'une des familles que nous aidions. Elle voulait écrire un reportage sur la façon dont l'amour peut transcender la mort et se transformer en action sociale. Pendant l'entretien, j'ai raconté les derniers mots de maman et comment ils sont devenus la base de tout ce que nous avons construit depuis. Sophie était visiblement émue lorsque j'ai décrit cette aube pluvieuse et les mots murmurés qui avaient échangé ma vie. Le reportage a été publié dans l'édition dominicale, occupant 2 pages entières, avec des photos de notre appartement transformé et des témoignages des personnes âgées que nous aidons. Le téléphone n'a pas arrêté de sonner toute la semaine suivante. Des gens de tout Marseille et même d'autres villes de France nous contactaient pour offrir de l'aide, des dons et partager leurs propres histoires de perte et de dépassement. La répercussion du reportage a apporté une surprise que même dans mes rêves les plus optimistes, je n'aurais pu imaginer. Marie-Claire Dubois, une femme d'affaires retraitée de Lyon qui avait récemment perdu son mari, est venue personnellement à Marseille pour connaître notre travail. Elle avait lu l'article pendant son petit déjeuner et, selon ses propres mots, avait senti que maman lui parlait directement à travers le reportage. Marie-Claire a offert un financement pour que nous puissions étendre le projet, nous permettant de louer une maison plus grande dans le quartier d'Andoum, avec vue sur la mer et un jardin où les personnes âgées pourraient pas passer des après-midi paisibles. Sa générosité ne s'arrêtait pas là. Elle a également amené une équipe de bénévoles de Lyon, y compris une psychologue spécialisée en soins palliatifs et un chef à la retraite qui s'est offert pour préparer des repas spéciaux pour nos hôtes. Quand j'ai montré à Marie-Claire la photo de maman dans notre petite galerie de souvenirs, elle a tenu ma main et a dit quelque chose qui m'a donné des frissons. « Votre mère continue de sauver des vies, Claire. À travers vous, elle m'a sauvée aussi. 6 mois après l'inauguration de la maison plus grande, quelque chose d'extraordinaire s'est produit qui a confirmé ma conviction que l'amour de maman orchestrait des événements au-delà de ma compréhension. Lors d'un de nos déjeuners communautaires dominicaux,
Madame Petit m'a apporté une lettre qui était arrivée à l'ancienne adresse. C'était d'une femme nommée Isabelle, de Toulouse, qui avait perdu sa mère à la même période que moi. Elle expliquait dans la lettre qu'elle avait lu notre histoire en ligne et que les mots de maman, cités dans le reportage, avaient changé sa manière d'aborder le deuil. Isabelle avait créé un groupe de soutien dans sa ville, inspiré par notre modèle, et aidait déjà 15 familles dans une situation similaire. Sa lettre se terminait par une question qui me laissa sans voix. « Puis-je appeler votre mère notre mère spirituelle ?» Car à travers ces mots, elle nous a sauvé beaucoup du désespoir. Quand j'ai lu cette phrase au groupe pendant le déjeuner, un silence ému a envahi la table. Henri a été le premier à parler, les larmes aux yeux. Madeleine est devenue immortelle grâce à l'amour qu'elle a planté. La maison d'Andoum s'est transformée en un véritable sanctuaire, où la mort n'est plus vue comme une fin, mais comme un passage sacré, entouré de dignité et d'affection. Nous avons maintenant la capacité d'accueillir 8 personnes, simultanément, chacune avec sa chambre privée, et un accès au jardin méditerranéen que Marie-Claire a tenu à cultiver personnellement. Le chef bénévole, Monsieur Bernard, prépare des plats spéciaux basés sur les souvenirs culinaires de chaque hôte. La bouillabaisse qui rappelle l'enfance, le couscous qui évoque la nostalgie du Maroc, la ratatouille qui rappelle les étés en famille. Notre équipe a grandi pour atteindre 12 bénévoles fixes, y compris un musicien qui joue du violon les vendredis après-midi, et une art-thérapeute qui aide les hôtes à exprimer leurs sentiments à travers la peinture. Chaque personne qui part laisse quelque chose à ceux qui restent. Madame Laurent nous a appris à faire des savons à la lavande. Monsieur Ahmed a apporté des recettes de thé à la menthe que nous préparons encore les après-midi frais. La bibliothèque s'est enrichie de dons des livres préférés de chaque hôte, créant une collection unique d'histoires qui relite les vies à travers les pages. Ce matin, alors que j'arrosais les géraniums dans le jardin que maman aurait tant aimé, j'ai reçu un appel qui m'a fait comprendre la véritable dimension de l'héritage qu'elle a laissé. C'était du ministère de la Santé français, m'informant que notre modèle de soins palliatifs humanisé avait été sélectionné comme projet pilote national. Ils veulent reproduire notre méthodologie dans 10 villes françaises au cours des 2 prochaines années, en formant des équipes basées sur les principes que nous avons développés: dignité, affection familiale et connexion humaine authentique jusqu'au dernier moment. La fonctionnaire qui m'a appelée a expliqué qu'ils avaient étudié des dizaines de projets similaires, mais le nôtre se distinguait par le taux de satisfaction des familles et la sérénité démontrée par les patients dans leurs derniers jours. Quand elle a mentionné qu'ils avaient juste le mot transformateur de maman dans la documentation du projet, j'ai senti un frisson familier me parcourir l'échine. Le gouvernement français veut officialiser notre approche et l'appeler « Protocole Madeleine », en hommage à la femme dont les derniers remous ont inspiré une révolution silencieuse dans les soins de fin de vie. J'ai raccroché le téléphone et j'ai regardé le ciel bleu de Marseille, murmurant un merci que je sais qu'elle a entendu. Aujourd'hui, 2 ans après cette aube pluvieuse qui a tout changé, je peux affirmer avec une certitude absolue que maman a tenu sa promesse de ne jamais me laisser seule. Non seulement je ne suis pas seule, mais je fais partie d'une famille élargie qui grandit chaque jour. Ce sont des centaines de personnes, partout en France, qui ont trouvé un sens à la douleur et ont transformé le deuil en amour actif. L'appartement original où j'ai grandi est devenu un petit musée de la mémoire, où je conserve des objets personnels de maman, ainsi que des lettres de gratitude envoyées par des familles que notre travail a touchées. Des visiteurs viennent de diverses villes pour connaître l'endroit où tout a commencé, et je raconte toujours la même histoire. Comment une femme simple de Marseille, au moment de son départ, a planté des graines d'espoir qui ont fleuri bien au-delà de ce que quiconque aurait pu imaginer. Ces mots sur l'amour qui ne meurt jamais résonnent maintenant dans les hôpitaux, les maisons de retraite et les foyers familiaux, partout en France. Quand je me regarde dans le miroir le matin, je vois ces yeux bleus me rendre mon regard,
Et je sais que chaque jour est une nouvelle opportunité d'honorer l'amour éternel qu'elle m'a enseigné. Maman n'a pas seulement affronté la mort avec courage, elle a transformé son départ en une célébration perpétuelle de la vie. 3 ans se sont écoulés depuis que maman a murmuré ces mots transformateurs. Et aujourd'hui, j'ai reçu un appel qui m'a laissé complètement sans voix. C'était d'une productrice de documentaires de Paris qui voulait raconter notre histoire au monde entier. Delphine Martinez a expliqué qu'elle avait suivi l'expansion du protocole Madeleine à travers des reportages et avait décidé que c'était une histoire qui devait être préservée pour les générations futures. Elle a proposé un long-métrage documentaire qui suivrait non seulement mon parcours, mais aussi les vies des personnes qui ont été touchées par l'héritage de maman dans différentes villes françaises. L'idée m'a d'abord effrayée. Exposer notre intimité aux caméras semblait une violation de la mémoire sacrée que je gardais. Mais quand Delphine a mentionné qu'elle voulait appeler le film « Les mots éternels », utilisant comme fil conducteur les dernières paroles de maman, j'ai ressenti une confirmation intérieure que je ne pouvais ignorer. Il était peut-être temps de permettre à sa voix d'atteindre encore plus de cœurs à travers le monde. J'ai accepté de participer avec une seule condition, que le documentaire montre non seulement notre histoire, mais l'impact réel sur la vie des personnes que nous continuons d'aider. Les tournages ont commencé un matin ensoleillé de printemps à Marseille, exactement 3 ans et 2 mois après la mort de maman. L'équipe de Delphine était petite et respectueuse, composée de seulement 3 personnes qui se déplaçaient dans la maison d'Andoum comme des fantômes silencieux, capturant des moments intimes sans perturber la routine de nos hôtes. Madame Durand, 82 ans, arrivée la semaine précédente avec un cancer du pancréas, a d'abord refusé d'apparaître dans les tournages. Mais quand j'ai expliqué que son histoire pouvait aider d'autres personnes à affronter des situations similaires, elle a changé d'avis et a offert un témoignage qui a laissé toute l'équipe en larmes. Elle a parlé de la façon dont trouver notre maison avait transformé sa peur de la mort en une acceptation sereine, entourée de tendresse et de dignité. Le caméraman, un homme expérimenté qui avait documenté des conflits à travers le monde, m'a confié plus tard qu'il n'avait jamais vu autant de paix dans un lieu dédié aux soins de fin de vie. Les caméras ont capturé non seulement les mots, mais l'atmosphère unique que maman a aidé à créer, où la mort côtoie harmonieusement rire, musique et souvenirs partagés. Lors d'une des sessions de tournage les plus émouvantes, Delphine m'a demandé de lire à voix haute les lettres que nous avions reçues de familles bénéficiaires du protocole Madeleine dans les autres villes françaises. Assise dans le jardin où maman aurait adoré passer ses après-midi, j'ai ouvert la première lettre venue de Bordeaux, envoyée par une infirmière nommée Amélie, qui avait récemment perdu son père. Elle écrivait qu'après avoir lu notre approche, elle avait complètement changé sa manière de prendre soin des patients terminaux à l'hôpital où elle travaillait. La deuxième lettre, de Montpellier, était d'un fils qui remerciait d'avoir trouvé le courage de parler ouvertement avec sa mère de la mort imminente, inspiré par les mots de maman cités lors d'une conférence. Tandis que je lisais chaque témoignage, je sentais sa présence s'intensifier autour de moi, comme si elle me chuchotait à l'oreille que c'était exactement ce qu'elle avait rêvé quand elle m'avait dit que l'amour ne meurt jamais. Les larmes coulaient à chaud sur mon visage, sans que je tente de les retenir, et Delphine a tenu à garder les caméras, enregistrant chaque seconde de cette émotion authentique. En terminant la dernière lettre, j'ai regardé directement l'objectif et j'ai dit « Maman, tu as réussi. Ta voix résonne dans des cœurs que tu n'as jamais connus, mais qui portent maintenant un morceau de ton amour. » Le moment le plus surprenant des tournages s'est produit lorsque Delphine a organisé une rencontre entre plusieurs personnes dont la vie avait été transformée par les mots de maman. Des représentants de 8 villes différentes où le protocole Madeleine était mis en œuvre sont venus. Des infirmières, des enfants ayant perdu leurs parents, des bénévoles qui ont trouvé un sens aux soins des personnes âgées, et même des médecins qui ont changé leur approche professionnelle après avoir connu notre histoire.
Henri, qui coordonne maintenant des bénévoles dans 3 maisons de Marseille, a été ému de raconter comment sa propre expérience de mort imminente, seule, l'avait motivé à faire en sorte que personne d'autre ne vive cela. Marie-Claire, notre bienfaitrice de Lyon, a apporté des albums photos montrant les 16 maisons qu'elle a déjà financées en France, chacune adaptée aux particularités culturelles de sa région. Le plus touchant a été quand Isabelle, de Toulouse, qui avait créé le groupe de soutien inspiré par notre histoire, a lu un poème qu'elle avait écrit sur maman. Elle était une inconnue qui est devenue notre mère universelle, dont les derniers mots sont devenus notre prière initiale pour chaque nouveau jour. À ce moment-là, j'ai compris que maman n'avait pas seulement vaincu la mort. Elle avait atteint l'immortalité à travers l'amour multiplié infiniment. 6 mois plus tard, quand Delphine m'a appelée pour regarder la première version montée du documentaire, je n'étais pas préparée à l'impact émotionnel qui m'attendait. La productrice avait réussi à capturer non seulement notre histoire personnelle, mais tout le mouvement de transformation sociale que les mots de maman avaient déclenché. Le film commençait avec ma voix narrant cette aube pluvieuse, tandis que des images de Marseille, sous la pluie, créaient l'atmosphère parfaite pour le moment le plus important de nos vies. Ensuite, il montrait l'évolution. L'appartement vide se remplissant d'amis âgés, la première maison d'accueil, l'expansion nationale, les témoignages émus de personnes sauvées par notre travail. Mais ce qui m'a le plus impacté fut la séquence finale, où Delphine a intercalé les mots originaux de maman avec des témoignages de dizaines de personnes répétant le même message dans leurs propres mots, créant un chœur de voix qui proclamait l'éternité de l'amour véritable. Quand les lumières se sont allumées dans la salle de projection, j'ai réalisé que je regardais non seulement un documentaire, mais le testament visuel de maman pour le monde. Elle avait réussi à transformer son dernier souffle en une symphonie d'espoir qui toucherait des millions de cœurs à travers la planète. Aujourd'hui, veille de la première mondiale du documentaire « Les mots éternels » au Festival de Cannes. Je suis assise au même endroit où maman m'a dit que l'amour ne meurt jamais. Et je peux affirmer qu'elle avait plus raison que je n'aurais jamais imaginé. Le film sera lancé simultanément dans 20 pays, sous-titré en 12 langues. Et il y a déjà des invitations pour que je présente le protocole Madeleine lors de conférences internationales sur les soins palliatifs. Des universités de médecine en Suisse et au Canada veulent inclure notre méthodologie dans leur programme. Et des organisations humanitaires d'Afrique ont manifesté leur intérêt à adapter notre modèle à leur réalité culturelle. Maman, une femme simple qui a travaillé toute sa vie dans un magasin de tissus à Marseille, est devenue involontairement une référence mondiale en matière d'humanisation de la mort. Ses dernières paroles, murmurées lors d'une aube pluvieuse pour consoler sa fille désespérée, se sont transformées en une philosophie de vie qui est en train de changer la façon dont l'humanité envisage la finitude. Quand je regarde les étoiles à travers la fenêtre de notre appartement original, je sais que l'une d'elles brille spécialement pour moi, portant le sourire fier de maman, en voyant comment son amour simple et véritable a conquis l'immortalité qu'elle désirait tant, vivre pour toujours dans le cœur de ceux que nous aimons.